Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde Foi et Culture. Ici James Langlois, votre animateur, en remplacement d'Antoine Malenfant pour cet épisode sur les origines de la vie. 24 novembre 1859, le naturaliste anglais Charles Darwin publie L'origine des espèces, une œuvre scientifique qui a révolutionné non seulement le monde scientifique, mais le rapport du monde moderne avec la foi chrétienne et la Bible. Se poser la question de l'origine de la vie, c'est également se questionner sur notre propre origine comme être humain. Savoir d'où l'on vient détermine d'une certaine manière où l'on va, comme le dit l'adage populaire. La réponse que l'on donne donc à cette question des origines a des conséquences sur le plan spirituel et anthropologique. Créationnisme, dessin intelligent, évolutionnisme. Nous allons donc essayer de clarifier ces différents concepts et voir s'il y a une entente possible entre la foi et la science. Pour y parvenir, nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui Nicolas Derome, professeur titulaire au département de biologie de l'Université Laval. Nicolas, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et Nicolas, tu seras accompagné par deux anciens routiers dont n'est pas du monde. Je commence avec toi, Ariane Beauferré, collaboratrice de longue date au Vermédia, formée en biologie et doctorante en aménagement du territoire. Merci, Ariane, d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Et puis Romain Martini, qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui est enseignant de chimie, bonjour, enseignant de chimie au collégial. Et ça fait un bout qu'on ne t'a pas vu parce que justement, tu as passé la dernière année en Nouvelle-Zélande, là justement, où Charles Darwin voyageait un peu. Là, c'est intéressant, non? Il y a plein de choses à dire sur l'évolution en lien avec notamment toute la faune et la flore de la Nouvelle-Zélande. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Et là, je tiens à dire que oui, c'est une émission sur les origines de la vie, mais pas sur les origines de la vie du Québec et de la Nouvelle-France, même si on a trois expatriés français parmi nous. Vous avez chacun votre citoyenneté canadienne, oui, ça va? D'origine Vous êtes des néo-québécois maintenant. On a fait notre serment au roi ou à la reine. Malheureusement ou heureusement, selon les allégeances. En croisant les doigts. Voilà. Écoutez, je commence déjà à sauter dans le vif du sujet en vous posant une question un peu complexe, mais c'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'on entend par la vie quand on parle des origines de la vie? Effectivement, ça c'est une question qui est, je dirais, qui est très vaste et donc assez intimidante. Moi, je pourrais apporter des éléments de réponse en commençant par l'aspect biologique. Mm-hmm. Donc moi, je verrais la question sous la forme qu'est-ce qui différencie l'inerte du vivant? Et en cela, on peut se demander comment la matière peut passer de cet état inerte à vivant et comment des molécules, des atomes, des molécules peuvent passer d'un stade qu'on pourrait dire qui est immobile à la capacité, parce qu'on faut se demander qu'est-ce que c'est que la vie d'un point de vue biologique. Eh bien, une définition qu'on pourrait donner, un organisme vivant, c'est un organisme qui est capable de coder son information et de transmettre cette information. Donc, il y a deux aspects. Et donc, comment on peut passer de quelque chose d'inerte à quelque chose de vivant? Eh bien, ce seraient des molécules qui sont capables de s'auto-répliquer. Et on peut aller plus loin que ça pour arriver à la dimension d'un organisme vivant capable d'évoluer, donc de changer au cours du temps. Eh bien, il faut que cette information qui code finalement pour cet organisme puisse accepter d'être modifiée au cours du temps pour permettre à l'organisme et à ses descendants, en quelque sorte, finalement à se diversifier et à créer une vie plus diversifiée. On reviendra un peu plus tard sur les mécanismes de l'évolution, mais de fait, moi, ce passage de l'inerte au vivant, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'un miracle, pratiquement. Comment ça peut être possible dans l'histoire de l'univers que de la matière inerte en viennent à donner de la vie? Bien, ça, c'est intéressant parce que quelque chose dont finalement on n'a peut-être pas conscience, c'est que des molécules organiques, du fait de leur charge, parce que les molécules sont chargées, il peut y avoir des charges plus, des charges moins, ces molécules peuvent interagir entre elles spontanément. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la chimie, dans la biochimie, la chimie de la vie, les molécules qui sont impliquées dans la vie, eh bien,
la plupart sont capables d'interagir entre elles. Par exemple, quand on pense à notre molécule d'ADN, qui est constituée de briques. Ces briques sont on appelle ça des nucléotides. Et lorsqu'on a plusieurs nucléotides en solution, eh bien, du fait de leur seule propriété chimique, sans action d'une enzyme ou de toute autre chose, vont pouvoir se polymériser spontanément. Là, tu utilises un grand mot, polymériser. C'est-à-dire former une chaîne. Ah, OK. Je comprends. Ça m'intéresse. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tant que chimiste, parce que c'est quelque chose que j'enseigne à mes étudiants de chimie générale à la fin de leur cours. On parle des interactions justement intermoléculaires entre deux molécules, et on peut voir, pour vulgariser, beaucoup de molécules sont un peu comme des petites piles, ou comme des petits aimants, si vous voulez, qu'un pôle positif et un pôle négatif, et les opposés s'attirent. Et dans le vivant, on voit que ces interactions ne sont pas faites au hasard du tout. Et sans ces interactions, tout serait complètement chaotique. Ce serait comme essayer de construire un mur avec des briques complètement aucun compte. Ça finirait par s'effondrer. Et ce qui me fascine comme chimiste, c'est qu'on fait des expériences présentement où on essaye de reproduire ce qu'on appelle cette soupe primitive, ce bouillon primitif, avec les atomes créés peu de temps après le Big Bang. Les atomes bougent très vite à haute température, comme dans les premiers temps de l'univers. Donc, des atomes qui s'assemblent aux molécules, ça, on arrive à recréer. On arrive même à faire des molécules simples qui font comme les briques du vivant. À la fois les briques qui font nos protéines, qui font nos sucres, nos gras, etc. Ça, faire des briques, il n'y a pas de problème. En gros, c'est comme si on arrivait à faire un wagon. Mais si la brique est un wagon, la macromolécule, donc les grandes molécules qui constituent le vivant, sont comme des immenses trains, comme les trains de marchandises qui ont 100, 150 wagons, et dont l'ordre est important. C'est-à-dire que si on intervertissait deux wagons, la protéine ne serait plus fonctionnelle et, par exemple, ne nous permettrait par exemple plus de lever le bras, quelque chose comme ça. Et les chances, à partir de cette soupe primitive, d'arriver à ne faire qu'une seule protéine, même la plus simple, sachant qu'une protéine elle-même ne serait pas suffisante pour faire une bactérie, les chances sont très très minces. Je veux dire, on aurait plus de chances d'avoir un loto mondial pour toute la planète et de gagner ce loto, où il y aurait un gagnant pour la planète, que de tomber sur cette protéine. Et pour l'instant, il n'y a aucune expérience qui a réussi à créer ça. Et il y a les scientifiques, même des scientifiques athées, ne vont pas aller jusqu'à admettre que Dieu est forcément derrière tout ça, mais reconnaissent que la science, en l'état actuel des choses, n'arrive pas à se prononcer sur ce saut, donc le miracle un peu. Parce que c'est ça qui s'est passé. Il y a eu une protéine à un moment donné qui a émergé. Moi, je n'ai pas du tout étudié en sciences, puis je vais vous dire un peu ce que j'imagine dans ma tête quand je pense à tout ça. C'est que, bon, il y avait la Terre, il y avait de l'eau, mais on ne dit pas que l'eau, c'est vivant, non? Donc, l'eau ne constituait pas la vie. Est-ce qu'il y avait des plantes? Non, parce que les plantes sont vivantes. Donc, c'est quoi qui distingue l'eau et les plantes? C'est ça. Moi, j'aimerais effectivement poursuivre. On en était à l'étape où on prend conscience que les briques du vivant sont capables d'interagir entre elles spontanément et de s'agréger. Mais elles pourraient s'agréger, comme tu le disais, complètement au hasard. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, je vais reparler de ces fameux colliers de perles. Les perles, ce sont des molécules qui s'assemblent entre elles. Et donc, on peut imaginer pendant cette étape de soupe prébiotique dont tu viens de parler, James, mais qu'est-ce qui faisait que certaines molécules se constituaient, d'autres pas? Et c'est là où on va passer de systèmes, on pourrait dire aléatoires, c'est-à-dire de briques qui s'assemblent entre elles de manière désordonnée. Or, parmi ces briques, parmi les briques dont tu as parlé dans les expériences de chimie prébiotique, eh bien, il se trouve qu'il y a ce que l'on appelle des nucléotides. Les nucléotides, ce sont les éléments de notre génome, de notre ADN. Or, les premiers nucléotides qui ont existé, on le sait maintenant, c'était des nucléotides de l'ARN. L'ARN, c'est une molécule qui est synthétisée à partir de notre ADN pour servir on peut parler de recettes de cuisine. Notre ADN, c'est une bibliothèque. L'ARN messager. Notre ADN, alors voilà, c'est ça. Notre ADN, c'est une bibliothèque. On veut faire une recette de cuisine, on veut fabriquer une protéine. On va recopier la recette, une des recettes dans la bibliothèque. C'est ça, c'est l'ARN. Et cet ARN, donc c'est la recette. Et à partir de cet ARN, on va produire la protéine. Il se trouve que les nucléotides d'ARN ont été les premiers nucléotides à exister. Et ces nucléotides étaient capables de s'assembler. Et ce que l'on a découvert, c'est que certaines chaînes, alors sans doute,
ou en tout cas je l'ignore, mais produite probablement par hasard, eh bien, parmi tous ces essais-erreurs, certaines molécules d'ARN étaient capables de se replier sur elles-mêmes, de former des structures tridimensionnelles. Or, l'ARN a des capacités catalytiques, comme une protéine enzymatique. Catalytique, Catalytique, c'est-à-dire de favoriser une réaction en particulier. Okay. Donc on est passé d'un système où les réactions chimiques étaient aléatoires et au hasard ou non, le hasard est souvent une excuse pour expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas. On dit c'est le hasard, c'est réglé. En tout cas, à partir de tous ces essais-erreurs, je pourrais dire, sont apparues des séquences de nucléotides d'ARN qui étaient capables, en se repliant sur elles-mêmes, de faciliter la recopie d'elles-mêmes. Et à partir de cette étape, on passe d'une chimie, on va dire, inerte à une chimie qui pourrait être qualifiée de biologique. Je pourrais montrer, peut-être que la figure est un peu compliquée, mais ce que je viens de vous expliquer, je pourrais l'illustrer de cette manière. Donc l'origine de la vie, au départ, on a, vous voyez, un état passif, c'est-à-dire que vous avez des molécules précurseurs qui forment des monomères. Ces monomères vont être chargées, ont des charges, comme tu le disais tout à l'heure, Romain, et avec ces charges, elles vont s'attirer entre elles et puis créer des liaisons entre ces différentes molécules et former des longs polymères. Donc on imagine des longs colliers. Et ces colliers, eh bien, parmi ces colliers, certains étaient capables de se replier entre eux et de former ce que l'on appelle des ribosymes. Et ces ribosymes, on passe à l'autre étape, à les catalyser, c'est-à-dire favoriser, accélérer toutes les réactions de manière à ce qu'on reproduise à chaque fois la même molécule. C'est une fiche qui est tirée de ton cours, disons-le. Donc c'est un des cours, oui, que je présente. Mais tout ça, ça me fait penser qu'il y a une théorie qui parle des poussières d'étoiles. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu ça, comme quoi... Oui, c'est ça, ça vient d'Hubert Reeves, comme quoi je dirais les éléments de base qui auraient donné naissance à la vie viendraient d'étoiles qui auraient explosé. Est-ce que ça tient la route, ça, aujourd'hui? Ou ça reste plausible. C'est une théorie qui s'appelle la panspermie. OK. Autrement dit que des molécules organiques auraient voyagé avec les météorites partout dans l'univers. Enfin, partout, en tout cas, elles seraient arrivées sur Terre et pourraient être à l'origine de la vie. Ça, on ne peut pas l'exclure. Je pense... Certains pensent que c'est même une comète, parce que dans les comètes, il y a en plus de l'eau sous forme de glace, parce que la vie nécessite, partout on a trouvé de la vie, même des fois, on trouve des petits micro-organismes sur Mars et tout, ça nécessite toujours de l'eau. Or, dans les astéroïdes classiques, il y a juste des roches. Après, dans les comètes, il y a aussi de l'eau. Donc, la théorie de la comète, en l'état actuel des choses, est la plus plausible parce qu'elle peut apporter à la fois ces molécules organiques et cette eau qui est nécessaire à la vie. Oui, mais donc, moi, ça me pose... Si je comprends bien, on n'a pas d'idée précise de l'origine de la vie. Disons, on sait comment expliquer, sans doute, en partie, comment elle s'est formée, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a causé cette arrivée. On a des hypothèses. On a des hypothèses seulement. Mais moi, tout le long que je préparais l'émission, je me posais la question, est-ce qu'on devrait parler de l'origine de la vie ou des origines de la vie? Voyez-vous? Est-ce que c'est une question que... Oui, effectivement. Tout à l'heure, tu parlais, Romain, de termes de probabilité. Puis une question que je me suis posée au fil de mes études, c'était... alors d'accord, il y a eu la vie sur Terre, mais... Et puis même par rapport à la Bible. Dans la Bible, on comprend que la vie est apparue sur Terre et puis c'est tout. Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer l'univers? Et pourquoi, si la vie est apparue sur Terre, elle ne serait pas apparue dans d'autres systèmes? L'univers est extrêmement vaste. On parle de quantité de systèmes solaires avec des planètes possiblement viables. Et la question que je me pose, sachant que, on le sait même, il me semble que récemment, j'ai lu un article qui reportait que sur une météorite, ils avaient été en mesure de mettre en évidence l'existence de molécules organiques. Et donc, ça corroborait l'idée que c'était possible. Est-ce que c'est arrivé ailleurs dans l'univers? En termes de probabilité, ça devrait être certain. On a d'ailleurs enregistré une autre émission il y a quelques semaines sur la question de la vie extraterrestre. J'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas vu passer à aller l'écouter si ça les intéresse. Mais voilà. Sur Terre, c'est un miracle, en fait, quand on y pense, parce que la Terre est placée à très bonne distance du Soleil, ni trop loin,
ni trop proche non plus. On a une Lune. Sans la Lune, la vie serait très compliquée parce que la Lune a une influence incroyable. On pense évidemment aux marées. La Lune, en fait, stabilise l'orbite terrestre et la rotation de la Terre. Sans la Lune, la rotation de la Terre ne serait pas de 24 heures. Je ne sais plus si elle serait plus lente ou plus rapide, mais si la rotation n'était pas de 24 heures, si par exemple elle était beaucoup plus lente, nos nuits seraient tellement froides que tout gèlerait et les journées tellement chaudes que l'eau s'évaporerait et ne pourrait pas rester sous forme liquide. Et si elle était trop rapide, on n'aurait pas le temps de s'ajuster à ce rythme jour-nuit. Donc c'est vraiment un miracle. Puis là, je ne vais pas parler des constantes de l'univers, là on sortirait du sujet, mais Ça reste dedans quand même, parce qu'il y a tellement de... Il faut tellement de conditions en fait, pour obtenir les conditions pour la vie que nous, on connaît, que les probabilités, elles sont quand même assez faibles en soi. Il y a aussi l'aspect, on a une croûte terrestre avec certains matériaux qu'on ne retrouve pas sur d'autres planètes, qui sont nécessaires à la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui aussi. Ce qu'on appelle le fine-tuning. Voilà. Exactement. Et une activité géothermique encore importante, enfin je parle de moi qui reviens de Nouvelle-Zélande, il y a encore une forte activité volcanique et tectonique qui n'existe plus sur Mars. Sur Mars, au début de la vie de Mars, il y avait un manteau, donc la couche intérieure sous la croûte terrestre beaucoup plus chaud, il y avait des volcans, etc. Donc on a trouvé des traces de vie éteintes sur Mars, donc il y a une vie extraterrestre, probablement plus de micro-organismes sur Mars à un moment donné. Et à un moment donné, cette activité géothermique, cette activité volcanique sur Mars s'est calmée parce que le manteau s'est refroidi. Donc la surface s'est refroidie, donc l'eau qui était liquide est devenue de la glace. Et donc la vie n'était plus possible dans la glace. Pourquoi ? Parce que Mars est plus loin du Soleil. Donc il ne faut pas juste que la vie puisse apparaître et se développer, il faut qu'elle dure assez longtemps pour produire une espèce intelligente comme l'homme, et même sans aller jusqu'à l'homme, pour avoir des plantes, ça prend énormément d'années d'évolution. Donc si la Terre avait été à la place de Mars, on ne serait pas là pour en parler, les bactéries n'auraient pas eu le temps d'évoluer pour produire des plantes. Donc il y a plein de conditions comme ça qui sont essentielles. Donc les premières formes de vie seraient quoi? Des espèces de... Vous avez parlé de molécules, mais ça, c'est pas tout à fait encore vivant. C'est ça qui est... C'est là où les connaissances actuelles sont très fragmentaires. C'est-à-dire que du point de vue du génome, donc on imagine qu'on avait un monde ARN, c'est-à-dire que les génomes étaient constitués d'ARN. Maintenant, quelles étaient les structures cellulaires? On peut imaginer que c'était des organismes unicellulaires. Mais on a, en fait, les premiers registres fossiles qui prouvent l'apparition de vie cellulaire, ça remonte à peu près 3,5 milliards d'années. Puis ça correspond peu ou prou à l'apparition, à la génération de l'oxygène sur Terre. Mais entre ce 3,5 milliards d'années et l'apparition de la vie qui est estimée à peu près à moins 3,8 milliards d'années, on ne sait pas vraiment comment on est passé finalement de génome. On pourrait dire que c'est la vie organique réduite à sa plus simple expression à un organisme cellulaire. Et à partir de là, une fois qu'on a une cellule, on peut imaginer que l'évolution a pu s'accélérer. Parce qu'une cellule, c'est vivant. On peut dire que c'est un être vivant. Oui, mais en fait, les systèmes dont je parlais tout à l'heure aussi, à partir du moment où on a de l'information génétique qui se reproduit exactement ou avec quelques petites différences, mais de manière autonome, on peut considérer que c'est réduire la vie à sa plus simple expression. Mais comme une bactérie, en fait. Voilà. On est beaucoup plus simple qu'une bactérie. Et surtout, en fait, c'est à se demander, je vois ça comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert. On parlait de soupe primitive, où finalement les interactions entre les génomes étaient immédiates, parce que si on imagine qu'il n'y avait pas d'enveloppe cellulaire, et que par conséquent, le potentiel de créativité en termes de diversité génétique devait être phénoménal. Et c'est comme si, après, il y avait une sorte de canalisation, on a une certaine maturité, on arrive à la vie cellulaire. Peut-être que l'évolution a ralenti, la vitesse d'évolution a ralenti. Peut-être que des solutions étaient déjà à peu près, on va dire, matures. Et que la vitesse d'évolution a changé. On a changé de tempo d'évolution vers une complexification, mais même là, les organismes multicellulaires, on en est très très loin. Je pense que tu mets la table, Nicolas, pour
passer au mécanisme d'évolution. On va prendre une petite pause, restez avec nous, puis on poursuit cette discussion sur les origines de la vie.